Bonsoir. La plateforme française du volontariat international d'échange et de solidarité organise chaque année au mois d'octobre à travers ses 23 espaces volontaires dans le monde la journée du volontariat français. Eh bien, cette année, nous sommes à la 10e édition, à la 10e célébration donc, et nous allons parler donc du volontariat français avec France Volontaire et ses différents partenaires sur ce plateau spécial au cœur de la nation. Et pour nous en parler justement, nous sommes sur ce plateau avec le représentant de France Volontaire au Togo. Il s'agit de Monsieur Moussa Ba. Monsieur Moussa Ba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ba, qu'on ne présente plus à chaque fois qu'on parle de France Volontaire. Nous vous avons sur notre plateau. Donc merci de vous retrouver encore une fois. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Et nous avons également, à côté de Monsieur Ba, nous avons Madame Sonia Dosset. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Café. Café, entendez, Cercle d'aide femmes et enfants. Et nous allons découvrir avec elle ce que fait concrètement l'ONG Café avec France Volontaire. Madame Dosset, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également, disons, un autre partenaire de France Volontaire, on va dire. Il s'agit du directeur exécutif de l'ONG ALSA International, Monsieur Kevin Fiachinou. Monsieur Fiachinou, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons, parlons justement de volontaires, nous avons une volontaire sur le plateau. Il s'agit donc de Margot Lebrun. Elle est volontaire de solidarité internationale auprès de l'ONG française SEV. Madame Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, nous allons découvrir justement ce que vous faites concrètement sur le terrain, qui on appelle volontaire. Pourquoi vous êtes devenu volontaire justement? Eh bien, vous allez nous le dire durant ce débat. Alors, merci, chers invités, d'être sur ce plateau. Nous rappelons également que nous allons être rejoints dans quelques instants sur ce plateau par un autre volontaire, mais lui, il est volontaire national de l'ANVT, l'Agence nationale du volontariat du Togo, mobilisé auprès de l'ONG Nouvelle Alternative pour le développement durable en Afrique, NADAF. Il s'agit donc de Victor Kossi Adjivina, Kwasi Adjivina, qui va nous rejoindre sur ce plateau pour nous partager également, partager avec nous son expérience de volontaire. Voilà donc ainsi présenté nos différents invités. Mais avant, nous vous rappelons que durant cette émission spéciale, vous allez découvrir ce que font les volontaires sur le terrain, mais vous allez écouter également certains partenaires, certains responsables des différentes agences, et vous allez également écouter la ministre en charge du développement à la base, la ministre des volontaires, on va dire, et nous allons l'écouter également dans le courant de cette émission. Mais avant tout cela, Monsieur Ba, je m'en vais vous poser la question qui est devenue peut-être une tradition maintenant, mais dites-nous, qu'entend-on par volontariat? On entend par volontariat tout engagement qui est encadré, qui est issu d'un processus d'engagement volontaire donc, qui est encadré, comme je le disais tantôt, qui est différent du bénévolat. On l'a toujours échangé sur ce plateau à travers ces deux concepts-là. Parce que le bénévolat, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il a envie de faire des choses dans le quartier, il peut le faire. Alors qu'à l'inverse, le volontaire, il faut qu'il soit dans un cadre accompagné, avec une mission, avec des objectifs à atteindre, et peut-être même avec une rémunération qu'on peut appeler une indemnité. Mais si vous sortez du monde anglophone, par exemple, chez les anglophones, il n'y a pas ces deux notions. Ils vous parleront que du volontariat. Qui englobe les deux concepts. Les deux concepts. Alors qu'au niveau de la francophonie, chez les francophones, on va essayer de scinder les deux. D'accord. Alors, Madame Lebrun, vous êtes volontaire, justement. Alors, dites-nous, comment vous vous définissez en tant que volontaire? En tant que volontaire, pour moi, c'était vraiment une opportunité d'entrer en fait dans le domaine de la solidarité internationale. Parce que du coup, je suis juriste de formation, donc j'ai pas fait des études spécifiques pour travailler dans la coopération au développement, des études en tant que chargée de projet. Donc pour moi, c'était vraiment une première expérience de terrain pour découvrir toute une mission dans un contexte d'interculturalité qui me permettait de renforcer mes compétences en gestion de projet.
et de découvrir vraiment tout ce secteur qui était encore inconnu pour moi il y a 2 ans. Et dites-nous, comment vous êtes, on va dire, tombé dans la marmite du volontariat? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic, on va dire? Du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait des études de droit international public. Donc, je me suis d'emblée tournée vers l'international parce que j'ai choisi donc, une filière droit international et pas de droit privé belge, parce que donc, voilà, je suis belge. Donc je pense que j'avais déjà un peu cette idée en commençant ces études de pas forcément finir avocate ou notaire, parce que voilà, c'est des études qui proposent une multitude de débouchés sur lesquels on ne pense pas forcément. Donc en dernière année de master, j'ai commencé à faire un stage au siège de Médecins du Monde Belgique en tant qu'assistante à la direction générale. Donc j'avais déjà mis un pied à l'étrier, si on peut dire. Après, là, je cherchais vraiment une mission de terrain. Donc, initialement, je devais partir sur le terrain au Mali avec Médecins du Monde Belgique. Mais le Mali a été fermé pour le contexte sécuritaire. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans le lot de volontaires européens formés pour partir en mission, mais qui n'étaient pas encore déployés parce qu'aucune mission n'était disponible. Et c'est là que je suis tombée en fait que je suis entrée en contact avec France Volontaire qui mettait en œuvre son projet Avenir, du coup, dans le cadre du dispositif de l'aide humanitaire de l'Union européenne. Et donc, j'ai commencé cette première année de volontariat sur ce dispositif-là, où j'ai été assistante chargée de projet eau, hygiène, assainissement de déchets, une première année pour l'ONG Sève. Et j'ai ensuite décidé de reconduire cette mission pour une année complémentaire, mais cette fois-ci sous un autre dispositif, parce que cette année, je suis volontaire de solidarité internationale. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette belle histoire, on va dire. Alors, Madame Dosset, dites-nous, on a compris donc que vous avez participé à la mise en œuvre du projet à venir. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais dites-nous, vous travaillez avec les volontaires. Alors, quelle appréciation vous faites de ces hommes et de ces femmes volontaires-là? Merci beaucoup pour l'appréciation. Tout de suite, c'est une appréciation hautement appréciée, si on peut le dire, parce que ce sont des gens qui sont très disponibles, très disposés à pouvoir accompagner nos communautés dans différents secteurs. Étant donné que l'ONG Café travaille avec les femmes et les enfants, nous avons eu la chance d'avoir 2 binômes genrés, un homme et une femme, qui répondaient parfaitement à nos attentes. Et il y avait un certain nombre de complicités entre elles quand vous les mettez sur des dossiers. Et ça faisait vraiment avancer ces dossiers très rapidement. Et les résultats, on liait dans le temps, dans un bref délai. D'accord. Donc, on dit bravo aux volontaires. Alors monsieur Fiachinou, vous représentez l'ONG Alsa International. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'ONG justement à peut-être s'intéresser au volontariat, à travailler avec les volontaires? Merci beaucoup, madame. Je vais répondre à votre question en disant que ça fait depuis 15 ans que Alsa International accueille des volontaires, soit à travers France Volontaire ou d'autres partenaires internationaux avec qui nous collaborons. Parce que l'ADN de notre organisation elle-même, c'est de créer une diversité de collaboration avec des méthodes. Nous travaillons avec les enfants en conflit ou bien en rupture sociale. Donc, il était important pour nous de développer des méthodes adaptées pour pouvoir répondre à un besoin qui sans cesse évolue. Donc, dans ce cadre, nous collaborons avec les volontaires pour pouvoir découvrir de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire les choses et de voir comment l'adapter à notre contexte ici en Afrique. D'accord. Et on va dire, depuis 15 ans que vous travaillez avec eux, bon, on ne va pas revenir sur les 15 ans, mais dites-nous, votre collaboration avec, comme nous parlons de France Volontaire, alors dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette collaboration-là? Que pensez-vous des volontaires qui viennent de France Volontaire, on va dire? D'accord. Alors, si nous sommes présents sur ce plateau, ça veut dire que la collaboration avec France Volontaire, ça se passe bien. Ne regardez pas M. Ba, hein, non, dites les choses. Ne vous inquiétez pas, M. Ba, c'est que nous avons toujours été francs. Okay. Alors, il y a deux côtés de l'aspect de l'organisation qui est l'espace volontariat même, qui
a révolutionné l'encadrement des volontaires que nous avons. Vous savez, la culture africaine et la culture européenne ou américaine est totalement différente. Donc, parfois, nous commettons certaines erreurs en pensant que nous sommes toujours dans notre maison. Alors que dès que vous accueillez un volontaire, c'est différent, il faut revoir les choses. Donc, l'accompagnement de l'espace volontariat du Togo nous a beaucoup appuyé dans cet encadrement, de renforcer également la capacité des collaborateurs locaux qui travaillent avec ces volontaires. Donc, ça a été un très grand appui. Mais de l'autre côté, il y a aussi également les volontaires. Et quand on parle des volontaires, on parle également des personnes qui sont engagées, mais qui viennent également avec leur connaissance, leur éducation, voilà, donc leur culture exactement. Du coup, parfois, nous avons des volontaires, comme Madame l'a dit, qui sont super, on les appelle les super volontaires, qui s'intègrent rapidement facilement et qui ça colle bien. Et au même moment, ça nous arrive aussi d'avoir des volontaires où il faut redoubler d'efforts. Mais ça fait partie même du concept de volontariat et ça fait partie même du concept de l'évolution de nous, de notre mentalité, de notre manière de faire, puisque nous sommes appelés à travailler avec les êtres humains. Et les êtres humains, ce n'est pas des machines, ils sont individuels, ils sont différents. Son comportement. Exactement. Et tout ça, voilà. Alors, monsieur, c'est vrai que, voilà, on écoute un peu les différentes appréciations, mais vous, en tant que représentant de France Volontaire au Togo, est-ce que il vous est déjà arrivé d'avoir des retours sur, voilà, on va dire certains de vos collaborateurs, que des partenaires vous disent, bon, monsieur, cette fois-ci, celui-là, bon, on a eu du mal à travailler avec lui, on n'a pas été trop satisfait. Bon, celui-là, non, ça va. Est-ce que vous avez ce genre de retour ou c'est toujours... Naturellement, Madame Anita, parce qu'on travaille quand même sur des aspects humains qui sont très, 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 très sensibles. Quel que soit le cadre qu'on met, quel que soit l'accompagnement qu'on met, souvent on peut échapper sur certaines réalités parce qu'on a des trajectoires, on a des projets personnels qui sont différents, on a des histoires qui sont différentes. Donc le travail, une des missions de France Volontaire, Kevin l'a bien expliqué, c'est de faire en sorte d'accompagner à la fois les volontaires et les partenaires avec lesquels on travaille, parce qu'on fait rencontrer des personnes avec des cultures différentes, des méthodes de travail différentes, des visions différentes. Donc ce travail-là, on le fait. Donc on a souvent des retours aussi où ça ne marche pas. Mais notre rôle, ce n'est pas de dire parce que ça ne marche pas, on fait rentrer le volontaire, on fait en sorte de l'accompagner, parce qu'une fois on le fait rentrer, on a échoué une partie de la mission qui est la nôtre. Ok. Et il vous arrive d'aller sur le terrain, c'est-à-dire si vous avez des volontaires qui sont à, je donne un exemple, à Kara, Mango et tout, vous en tant que responsable, vous, représentant, vous allez de temps en temps les voir comment ça se déroule? C'est même une obligation, c'est pas, une question de choix. Okay. Ça fait partie des missions de l'espace volontariat, le suivi et accompagnement des volontaires qu'on déploie auprès de nos partenaires. Mais au-delà de cet aspect suivi et accompagnement, on est une plateforme. Donc on fait en sorte aujourd'hui d'accompagner l'ensemble des engagements volontaires français au Togo. Il y a des dispositifs qui sont normaux, il y a des volontaires, des bénévoles qui arrivent comme ça, vous avez des stagiaires qui viennent, etc. Tout ça là, on est obligé, on est équipé aujourd'hui, outillé pour les accompagner. Vous voyez, par exemple, on a un dispositif à l'aéroport qui fonctionne pendant l'été, c'est fait expressément pour les volontaires, pour ces bénévoles qui arrivent, qui ne sont pas attendus. On a la chance d'avoir Alza, Café, Nadaf, d'autres structures d'accueil qui sont des partenaires, qui sont connus, avec lesquels on travaille, on sait comment monter la mission, comment faire l'accompagnement, quels sont les objectifs de la mission, mais il y en a qui arrivent aussi, eh bien, il n'y a pas tout cet encadrement-là. Donc, une de nos missions, donc, c'est vraiment accompagner ce public-là, et c'est là où vraiment il y a le véritable travail. D'accord. Ok. Nous allons justement découvrir ce travail-là, ce gros travail durant cette émission. Mais comme je vous le disais dès le début de cette émission spéciale, que nous sommes à la 10e célébration donc, de cette journée du volontariat français. Et l'ambassadrice de France au Togo, justement, s'est prononcée sur le travail des volontaires français, on va dire, mais également la ministre en charge du développement à la base, en charge du volontariat également. Alors, je vous laisse suivre leurs différents propos et nous revenons sur ce plateau. La journée du volontariat français est l'occasion de célébrer les valeurs de solidarité et d'engagement citoyen qui sont au cœur du partenariat franco-togolais. Durant la pandémie, les volontaires, togolais et français, ont été bien souvent – et une nouvelle fois, au plus près des populations.
C'est par exemple le cas des jeunes volontaires du programme Avenir, programme consacré à la préservation de l'environnement et financé par l'Union européenne en région maritime, qui ont recentré leurs efforts et leurs moyens en faveur de la lutte contre la pandémie. Je tiens aussi à saluer le rôle de ces nombreuses structures du secteur sanitaire et social qui mobilisent de jeunes volontaires. Le volontariat fait partie intégrante de notre partenariat renouvelé avec le continent africain. Reconnu par la loi sur les solidarités mondiales et la lutte contre les inégalités, adopté à l'unanimité par le Parlement français au mois d'août, il vient en appui aux priorités de développement togolaises et de la coopération française. Ce dispositif vient par exemple en soutien au renforcement des capacités des communes togolaises et à la gouvernance participative inhérente au processus de décentralisation. La France attache une grande importance au rôle du volontariat comme moyen privilégié de soutenir le développement inclusif au Togo. Outre le soutien aux volontaires français, France Volontaire veille également à appuyer les coopérations entre volontaires français et togolais au sein de plusieurs territoires. C'est un moyen remarquable de développer les liens de solidarité et de fraternité entre le Togo et la France qui sont à la base de notre communauté de valeurs. En cette année 2021, le Togo a fait partie des 4 pays sélectionnés par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères pour mettre en œuvre un dispositif pilote de redynamisation de l'engagement citoyen international et du volontariat. Par ce choix, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a reconnu le nombre important de jeunes Français venus investir leur temps et leurs compétences au Togo pour une mission de volontariat. La place faite au volontariat de réciprocité en sort également renforcée, permettant à davantage de jeunes volontaires togolais de contribuer à des missions de solidarité internationale en France, notamment au profit de nos collectivités territoriales. Le choix du Togo pour ce dispositif est finalement une reconnaissance du fort engagement des autorités togolaises en faveur du volontariat. De ce point de vue, la France et le Togo partagent le même attachement aux valeurs du volontariat. Institutionnalisé depuis 2011, le volontariat togolais est très dynamique. Depuis cette année-là, plus de 47 000 volontaires ont été mobilisés pour le compte de toutes les formes de volontariat qui sont mises en œuvre aujourd'hui au Togo. Le volontariat togolais inspire davantage de pays de la sous-région. Nous avons pu, à ce propos, recevoir au cours de ces dernières années une délégation du Niger, une délégation du Tchad, qui sont venus s'imprégner de la réalité du volontariat et essayer de mieux cerner les enjeux et les défis de la mise en œuvre de ce type de programme. Le Togo est sans aucun doute le premier pays qui accueille le plus de volontaires français en Afrique de l'Ouest. C'est en moyenne 1200 volontaires par an dans différents domaines. On a pu les trouver aux côtés des équipes de lutte contre la Covid où ils ont participé de façon très active, aux côtés des populations à la sensibilisation et aux différents programmes, que ce soit de distribution de masques, d'éducation des communautés et d'accompagnement dans le cadre de la sensibilisation au plan sanitaire. Les volontaires ont pu animer plus de 35 000 séances de sensibilisation permettant de toucher à peu près 1 million de personnes au cours de cette année 2021. Les volontaires contribuent également au plan sanitaire et on retrouve à peu près 200 volontaires nationaux qui sont du corps de la santé et qui sont déployés auprès des CMS, des USP, ou qui interviennent directement auprès
des populations. La France est un pays aussi qui a su faire du volontariat un levier de développement et d'épanouissement de la jeunesse et surtout un outil d'engagement citoyen. Depuis 2015, c'est 43 volontaires togolais qui ont pu avoir l'opportunité d'expérimenter leur volontariat en dehors des frontières nationales. France Volontaire et la NVT, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est une relation qui a porté des fruits et qui a permis, par exemple, de travailler sur le projet de lutte contre l'érosion côtière, le projet Avenir, et dans une approche inédite, avec la mise en place de binômes, un volontaire togolais et un volontaire français. Et cette approche a fait tache d'huile et a inspiré d'ailleurs d'autres partenaires techniques et financiers. Voilà donc les propos de l'ambassadrice de France au Togo et de la ministre en charge du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Alors, Monsieur Ba, nous allons nous appesantir justement sur le partenariat France Volontaire ANVT, mais dans le cadre du projet à venir. C'est vrai que depuis le début de cette émission, bon, tout un chacun parle de projet à venir, projet à venir. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement alors? De quoi s'agit-il? Déjà, pourquoi on parle davantage du projet à venir? Parce que ce projet-là, il a été mis en œuvre pendant la Covid. Madame l'ambassadrice l'a souligné à un moment, c'est qu'au départ, ce projet ne visait pas des questions sanitaires, il visait pour répondre à des problématiques des régions côtières le long de la côte. Mais au moment de la Covid, il fallait faire quelque chose. Donc les volontaires nous ont dit... On a dû adapter. Adapter rapidement. En moins de 2 mois, vous prenez CAF et Alza, ils n'étaient pas... Au départ du programme, ils n'étaient pas là avec le projet à venir. Il a fallu donc que la Covid arrive et qu'on essaie d'adapter les activités en fonction de la crise. On est allé chercher d'autres partenaires qui travaillent sur des questions qui nous intéressaient et qui intéressaient les volontaires. Donc le projet à venir, en véritablement parlant, c'est un projet qui était censé, qui a fait, qui a fait une bonne partie de ce qui était inscrit dans ces objectifs, de sensibiliser des populations sur les questions de l'érosion côtière le long de la côte. On l'a fait avec NADAF, on l'a fait avec, un peu avec COSOL, avec d'autres organisations qui travaillent sur cette thématique. À la fois sur des questions de sensibilisation, de plaidoyer aussi, pour faire remonter certaines réalités au niveau du Parlement, parce que l'idée, c'était de sensibiliser aussi les décideurs sur cette question. Quand vous allez le long de la plage, vous voyez que tous les jours, les régions, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire partir les gens? Est-ce qu'il faut les indemniser? Est-ce qu'il faut mettre des barrières pour reconstruire, pour endiguer l'arrivée de l'érosion? Mais on n'est pas décideur, on ne fait que remonter des informations, sensibiliser et porter ces informations au niveau des décideurs, ce qu'on a fait pendant pratiquement 1 an. Ensuite, le projet a basculé effectivement sur des questions de prise en compte de cette pandémie qui nous a surpris tous au mois de mars en 2020. D'accord. Alors, Madame Dosset, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Café et vous participez à la mise en œuvre de ce projet-là. Alors, parlez-nous un peu de vous, votre action dans le projet à venir. Par rapport aux actions que Café a eu à mener sur ce projet à venir, d'abord, c'est de pouvoir lutter contre ce phénomène de la pandémie, de la COVID-19. Et nous devons aller vers les ménages. Et il y a eu 900 ménages qui ont été ciblés, dont nous avons distribué des dispositifs de lavage de mains. Nous avons distribué 2700 cache-nez, accompagnés de 16 200 pains de savon pour pouvoir permettre à ces ménages vulnérables de pouvoir effectivement lutter contre la pandémie. Mais au-delà de ça, la pandémie aussi a eu à affecter beaucoup de femmes en ce qui concerne l'autonomisation économique de la femme, d'où nous avons renforcé la capacité de 150 femmes de Grand Lomé sur la gestion managériale
et principalement la fabrication des produits dérivés de soja qui ne coûtent pratiquement rien, mais qui va permettre quand même à ces femmes d'exercer quelques activités génératrices de revenus. Mais au-delà de ça aussi, ce projet nous a permis de faire du plaidoyer vis-à-vis des institutions de microfinance également pour pouvoir accompagner cette femme à pouvoir avoir quelques ressources financières et à mettre en œuvre tout ce qu'elles ont appris au cours de ces différentes formations. Et voilà un peu ce qu'on a eu à faire par rapport au projet à venir. Et aujourd'hui, il faut le dire que les résultats sont là, ça tarde à venir en ce qui concerne l'autonomisation économique, parce qu'il faut que tous ces partenaires, ces institutions financières puissent accompagner ces femmes, ce qui n'est pas effectif aujourd'hui, mais quand même, il y a eu un démarrage de ces appuis-là vis-à-vis de ces femmes-là aujourd'hui. D'accord. Et Madame Dosset, toutes ces activités-là, quel a été, disons, l'apport des volontaires dans ces actions-là? Depuis même la conception, ces volontaires étaient là, dans la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il faut qu'elles réfléchissent ensemble avec le staff de café pour voir comment nous devons orienter le choix des formateurs, comment l'identification. Elles étaient là du début jusqu'à la fin. D'accord. Alors, Monsieur Fiachinou, au niveau de ALSA International, comment s'est passée la mise en œuvre du projet à venir? Merci beaucoup, Madame Anita. Moi, je commencerai d'abord en disant merci à la réadaptation faite par France Volontaire par rapport au projet à venir, comme M. Moussa l'a souligné tout à l'heure. On n'était pas au début puisque nous étions sur les questions d'enfance, mais nous, notre organisation fait partie des organisations qui ont été vraiment surpris par l'arrivée de Covid. On était au début, on était en planification, on était au niveau en train de définir nos budgets et de solliciter nos partenaires quand tout à coup, tout est bloqué. Donc, on était blackout, on n'avait pas de moyens et les groupes cibles que nous accompagnons c'est le moment où ils avaient le plus besoin de nous. Or, on n'avait pas les moyens ni l'idée d'aller vers là-bas. Donc, c'était un peu compliqué pour nous. Et comme vous le savez, c'était la première fois pour nous de gérer vraiment une urgence. L'urgence sanitaire, on ne connaissait pas au Togo. C'est vrai, on avait de petites urgences, mais ça, c'était une urgence capitale. C'était un peu difficile. Donc, le projet à venir était arrivé vraiment au bon moment, qui nous a permis de rediriger nos actions vers ce groupe cible-là et de voir. Et je vais faire mention ici des enfants en situation de rue que nous accompagnons, qui sont les enfants qui ont été le plus laissés pour compte dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Donc, grâce au projet à venir, nous avons pu les rassembler. Il y a eu plus de 600 enfants de la rue qui ont été formés en tant que des pères éducateurs. Ils ont compris ce que c'est que Covid. Au départ, ils ramassaient les masques par terre, ils les lavaient, ils revendaient ça dans la rue parce qu'il fallait qu'ils survivent. Les marchés étaient fermés, les boutiques étaient fermées, les bars étaient fermés. Ces enfants, c'est leur pain quotidien qui était stoppé. Donc, il fallait leur trouver les moyens de pouvoir survivre. Donc, le projet à venir nous a permis de le faire. Nous avons également réussi à mettre en place des dispositifs de lavage de mains, d'hygiène partout où besoin est pour ces enfants-là. Ça a été vraiment un truc magnifique. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dessins, des fresques dans la ville de Lomé. C'était la contribution du projet à venir par rapport aux enfants de la rue. Et à contrario, pas contrario, mais en addition, ce qui nous a beaucoup intéressé, l'intervention du projet à venir nous a permis de montrer un autre visage des enfants en situation de rue. Et quand les gens voient les fresques, on veut dire, ah, c'est joli qui a fait ça, on leur dit, ben, c'est ces enfants que vous discriminez. Parce qu'on a souvent eu l'idée que ce sont des délinquants. Et exactement. Tout donc on a eu l'opportunité de démontrer que tout le monde a besoin d'une chance et que ces enfants, si on leur trouve un canal assez adapté, ils pourront produire quelque chose. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers quand nous passons dans la ville, quand les gens en parlent. C'est l'un des apports que nous avons eu de France Volontaire et du projet à venir. Donc c'était très intéressant. Et pour finir sur les volontaires, nous avons eu un volontaire. Malheureusement, on a demandé deux, mais bon, France Volontaire n'avait pas beaucoup, on avait eu un. Mais c'était vrai dans la conception déjà, comment est-ce qu'il fallait orienter les choses, comment il fallait gérer les urgences. Comme je l'avais dit, on n'avait pas l'expérience. Donc, ils nous ont accompagnés dans ce processus et c'était vraiment très intéressant à voir. OK. Merci beaucoup, M. Fiachinou. Alors, Madame Lebrun, nous parlons du projet à venir, justement. Alors, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement auprès des populations?
Du coup, moi, je suis déployée au sein d'une ONG française, dont le siège est basé à Paris, qui est créée depuis 2007. Donc, c'est SEV, c'est un acronyme. Ça signifie Système économiquement viable pour l'eau au Sud. Donc, on accompagne les collectivités territoriales dans le développement de leurs services essentiels sur leur territoire. Donc, le service public d'eau potable, d'assainissement et de gestion des déchets. Donc, moi, j'ai vraiment été déployée au sein de cette structure au tout début de mon volontariat, donc avant Covid, en fin novembre. Et j'y suis encore, donc j'ai vraiment continué au sein de la même structure tout au long de la crise sanitaire qui est encore présente aujourd'hui. Donc forcément, ma mission s'est adaptée en mars 2021, quand ça nous est tombé dessus sur tout le monde, parce que j'ai une mission vraiment très opérationnelle, donc très terrain. Avec le bouclage des villes, j'ai dû vraiment réadapter mes activités parce que j'ai dû travailler à domicile, qu'on était confinés. Alors que votre travail, c'est sur le terrain. Exactement. Ça a été, comment a été cette réadaptation-là? Du coup, c'était un peu compliqué. Il y a vraiment des activités qui ont dû être totalement suspendues parce qu'on accompagne vraiment les collectivités. Et donc, comme je l'ai dit, je me rends sur le terrain, donc à Anéo, Vaughan ou maintenant Enfoin. Donc, il y avait des activités qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre à distance. Donc, on a dû un peu retarder. Donc, ça, c'était aussi des négociations avec les bailleurs pour avoir des délais d'exécution un peu plus longs. Après, il y a d'autres activités aussi qui ont pu mener leur cours, parce que heureusement j'étais déployée au Togo depuis quelques mois, donc j'avais déjà pu nouer des liens assez rapprochés avec les points focaux des collectivités qu'on accompagne. Donc ça facilitait quand même énormément le suivi et le pilotage des activités, même à distance. Donc voilà, ça se passait par beaucoup de coups de téléphone, des appels WhatsApp, des réunions en visioconférence, que je pense tous les partenaires locaux se sont vraiment renforcés dans la gestion de ces outils informatiques. Mais voilà, ça nous a aussi permis de finaliser toute une phase de diagnostic qu'on opérait à Vaughan, et donc de vraiment se concentrer un peu plus sur le travail de bureau, l'élaboration de documents, de planification, de reporting auprès des bailleurs. Mais heureusement que le bouclage de ville a été quand même levé en juillet et que du coup les activités ont pu reprendre leur cours normalement. Voilà. Donc disons que la pandémie vous a fait faire le volontariat autrement. Exactement. D'accord. Alors, nous parlons justement de l'action des volontaires, et nous allons vous faire découvrir justement ce que font certains volontaires sur le terrain. Nous sommes allés à Sokodé, puis à Elavagnon. Vous allez découvrir dans ce reportage de Ekwesala les actions au niveau du centre médical Puy de Jacob. C'est à Sokodé, et également à l'hôpital Horde de Malte, et c'est à Elavagnon. Nous suivons ces reportages et nous revenons sur ce plateau. 8 heures ce matin, au centre médical Puy de Jacob La Source. La nuit a été longue pour Zenzina, cette patiente transportée ici dans un état précaire. Et c'est son frère qui va s'occuper des formalités médicales. Vu l'état de la patiente, une prise en charge urgente s'impose. Au bout de quelques heures, Dame Zenzina se sent un peu soulagée. Elle peut retourner chez elle. Rendez-vous le jour d'après pour prendre les résultats de ses analyses. C'est comme ça ici à Sokodé, depuis bientôt 12 ans, que ce centre est mis en place. Chaque jour, une quarantaine de patients sont accueillis pour des besoins différents. Consultation, analyse, échographie, mais aussi les soins médicaux. Dans le centre, on est une quarantaine de personnes, à peu près 35 Togolais, 5 Français. On a donc toute une équipe médicale de médecins généralistes qui travaillent ici de façon permanente et qui sont complétés par des médecins spécialistes qui viennent ponctuellement en tant que bénévoles, soit de France, soit de Belgique, ou bien des bénévoles qui viennent de façon fréquente, plusieurs fois par semaine, et qui viennent soit de Sokodé, soit de Lomé, parfois de Kara. Parmi les 5 volontaires actuellement dans l'équipe médicale, Aline, médecin généraliste. À 3 mois de la fin de sa mission, elle ne veut rien nous cacher. Son séjour au Puy de Jacob l'a fait grandir en expérience. Il y a des choses qui pouvaient me faire peur autrefois, qui sont un peu du domaine de la routine maintenant, les neuropaludismes, les paludismes graves chez l'enfant,
Ici, en fait, on prend en charge des pathologies qui devraient être de l'ordre de la réanimation en France. Et que ici, en l'absence de réanimation, on prend en charge en hôpital simple. Donc, ça demande beaucoup de partage avec les collègues, déjà. On travaille beaucoup ensemble, on se demande des avis les uns les autres. Là, regarde, tu vas y arriver comme ça. Moi, je suis en prise en charge des patients avec mes collègues. Donc, nous prenons dès leur arrivée avec plus ou moins hospitalisation si les médecins décident que le cas nécessite une hospitalisation en tant qu'infirmière. Et cet échange aussi me permet, moi, professionnellement et personnellement, d'apprendre beaucoup de choses auprès de mes collègues togolais avec qui nous échangeons beaucoup. Le fonctionnement du centre a connu cependant un petit bouleversement entre le mois de mars et juillet 2020. La pandémie du Covid en est la cause. 16 patients du centre ont été diagnostiqués positifs et 7 parmi le personnel. Les activités vont reprendre en août après la mise en place d'une stratégie de riposte. Comment continuer à faire tourner un centre médical qui a quand même des frais fixes. On est une clinique privée, on est une clinique à but humanitaire, donc on a forcément de l'aide un peu de la DPS qui nous dote en masques, qui nous dote en texte de diagnostic rapide, voilà. Mais on doit supporter nos coûts. Et là, on s'est vraiment posé la question. Donc ça a eu un impact négatif de ce point de vue-là, en entrée financière, un impact négatif en prise en charge du patient, du coup, il y a eu une rupture de prise en charge pendant cette période d'août où les gens avaient peur d'attraper le Covid à l'hôpital. Mais un aspect très positif du fait même que cette crise nous a permis de nous poser la question de la longévité de notre Puy de Jacob, de notre centre médical. Sur quoi il faut qu'on se recentre? Comment est-ce qu'on fait survivre ce centre médical qui est bon pour la population? Qu'est-ce qu'il faut pour la population? Suite à ça, on a ouvert la maternité, par exemple, l'année dernière, parce qu'on s'est posé la question. On a eu une réunion avec tout le personnel. Le personnel nous a dit, pour continuer à faire fonctionner le centre, il faut la maternité, il faut la vaccination, il faut la pédiatrie. Il faut continuer à répondre aux demandes des patients. C'est vraiment l'aspect positif, ça a été, on continue à travailler, à vraiment faire notre travail au mieux au niveau hygiène, au niveau accueil, au niveau soins et qualité des soins. On a pris des mesures en mettant en place un groupe de travail qui s'est rassemblé pour essayer de trouver une procédure pour le dépistage, la détection et l'isolement des personnes suspectes. Une fois qu'on avait isolé la personne suspecte, l'idée est de diagnostiquer au plus vite de façon à soit la remettre dans le cursus de traitement normal si elle est négative, soit l'envoyer dans un centre de traitement. On produit notre solution de gel hydroalcoolique nous-mêmes, de façon vraiment à ne pas avoir de pénurie. Depuis, l'équipe médicale est aux aguets. Tous les patients qui arrivent au centre suivent systématiquement le protocole sanitaire en vigueur. À ce jour, aucun autre cas Covid n'est détecté. Le jour se lève à l'hôpital de l'Ordre de Malte et le parcours patient reprend des plus belles. Ce matin, Big Pemé, 7 mois de grossesse, est en consultation prénatale. Ce jeune homme, lui, est là pour des soins. On reçoit des cas de paludisme, que ce soit la forme simple ou grave, des cas d'AVC et des insuffisances hépatiques rénales, de toutes sortes, quoi. En bref, on reçoit toutes sortes de pathologies ici. Ce qu'on ne peut pas gérer à notre niveau, on a notre centre de référence qui est le CHR à Takpamé. Donc on les réfère vers là. Pédiatrie, maternité, service de soins. L'hôpital ne désemplit pas. Chaque année, le taux de fréquentation est estimé entre 60 et 70%, toutes pathologies confondues. Marie et Claire font partie de l'équipe administrative de l'hôpital. Toutes volontaires de solidarité internationale, elles sont mises à la disposition de la structure par la délégation catholique pour la coopération. Je suis assistante financière. Je travaille au sein de l'administration et en collaboration avec une autre volontaire et le directeur. Tous les trois, en fait, on travaille à la bonne gestion de l'hôpital. Et moi, je suis plus axée sur la partie finance. Donc, gestion du budget, organisation
du budget, la gestion aussi de l'arrivée des subventions, les entrées et les sorties d'argent. Je suis assistante logistique. Alors ma mission, ça consiste surtout à gérer les chantiers. On a beaucoup de travaux à faire. Aussi pour les médicaments, donc la commande de médicaments, pour les fournitures également. Et il y a aussi une partie gestion de projet, puisqu'on a des gros projets pour l'hôpital, donc je vais aussi m'en occuper. Pour le moment, ça se passe très bien. Cette semaine, elle a été très chargée au niveau du travail, mais c'est passionnant, vraiment. L'hôpital de l'Ordre de Maths est l'une des références ici à Elavagnon. Son fonctionnement a été ébranlé par la pandémie du Covid. Mais depuis quelques mois, la situation semble sous contrôle. Au total, on a eu à enregistrer environ une vingtaine de cas positifs qu'on a pris en charge chez nous ici. Et dans la majeure partie, c'était des cas asymptomatiques, cliniquement stables. Qu'est-ce que nous on a fait chez nous? On a juste suivi les recommandations du gouvernement. Une stratégie aussi qui a été mise en place, c'était le système de tri au niveau de l'accueil. Donc les patients viennent, il y a un système qui est mis en place. Donc à partir de là, ils sont orientés en fonction de leurs états, de leur âge, selon les services et l'état d'urgence de la pathologie. C'était en 1978 que l'hôpital de l'Ordre de Maths a démarré ses activités avec ce seul bâtiment. Au fil des années, la structure s'est élargie avec aujourd'hui suffisamment de services et d'équipements pour une prise en charge plus efficace des patients. À ce jour, une vingtaine de volontaires internationaux y sont passés. Voilà donc les différentes actions de certains volontaires français sur le terrain. Alors, Madame Lebrun, vous avez suivi, on va dire, certaines de vos collègues justement sur le terrain. Vous avez parlé de votre expérience, mais dites-nous, on n'a pas évoqué avec vous votre adaptation, disons, à la culture togolaise. Comment s'est fait l'accueil sur le terrain? Comment vous sentez-vous avec les populations? Je me sens extrêmement bien. J'ai essayé de faire pas mal d'efforts et d'apprendre autant que possible la langue vernaculaire aussi, même si c'est assez compliqué, surtout que je réside à Lomé et que les langues varient un peu dans nos zones d'intervention, à Vaughan et à Aného. Après, les partenaires avec lesquels on travaille étaient déjà habitués à accueillir une volontaire, parce qu'il y avait une volontaire qui occupait ce poste avant moi. Donc voilà, l'accueil était vraiment chaleureux des partenaires locaux, des collectivités, mais aussi des partenaires experts avec lesquels on travaille, donc bureaux d'études ou autres ONG, internationales ou togolaises. On n'a pas rencontré de difficultés, en quelque sorte, on va dire. Même si, bon, si on prend par exemple de la nourriture, on va dire. Est-ce que vous êtes adapté très rapidement? Parce que, par exemple, au Togo, on mange plus épicé que chez vous. Alors, comment ça s'est fait, cette adaptation-là? Vraiment, ça, pour le coup, c'était vraiment pas un problème pour moi parce que j'ai toujours mangé épicé dans ma vie. Donc ça, c'était assez facile. Vraiment, je pense que... Vous avez découvert nos différents plats et tout ça. Et vous appréciez tout et tout ça? J'apprécie presque tout, pas toutes les sauces qui accompagnent vos pâtes, mais la plupart d'entre elles. D'accord. Donc l'adaptation a été facile pour vous? Dans un certain sens, oui. D'accord, ok. Alors, nous sommes rejoints sur ce plateau justement par notre volontaire. C'est vrai que ce n'est pas un volontaire de France Volontaire, mais c'est plutôt un volontaire national de l'ANVT et mobilisé auprès de l'association NADAF, Nouvelle Alternative pour le Développement Durable en Afrique. Je vous l'annonçais. Il s'agit donc de M. Victor Kwasi Adjivena. Monsieur Adjivena, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous allez nous parler justement de vous, votre expérience, mais en tant que volontaire national, dans la mise en œuvre, une fois encore, du projet à venir. Alors, dites-nous comment s'est fait le travail sur le terrain. Ok, merci, madame. Et merci d'avoir donné cette opportunité à NADAF et à ma personne pour présenter les actions que NADAF a fait
avec le projet à venir sur le terrain. D'abord, à la base, je suis juriste et pour devenir volontaire, par exemple, j'avais suivi une formation avec le collectif CACIT. Donc, sur... apparemment, il y a beaucoup de juristes chez les volontaires. Ok, allez-y. Ok, donc j'avais suivi une formation sur le plaidoyer et donc ça m'a intéressé puisque j'étais dans un cabinet d'avocats. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire, puisque chez nous c'est des plaintes, des assignations, tout ça là. Donc le plaidoyer aussi c'est en quelque sorte, c'est une sorte de négociation, tout ça là. Et donc, lorsque j'ai suivi la formation, ça m'a intéressé. Donc après j'ai suivi en ligne et NADAF a lancé un appel à candidature pour chercher un volontaire pour appuyer son équipe sur la sensibilisation et le plaidoyer. Donc, du coup, je me suis inscrit sur la liste des volontaires à l'NVT. Donc, Dieu faisant bien les choses, la NVT m'a retenu et m'a affecté dans la structure NADAF. Donc, sur voilà cet aspect... comment s'est passée votre arrivée au niveau de NADAF? C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai accepté être volontaire pendant 2 ans, puisque le projet, c'est de 2019 à 2021. Donc, j'ai accepté être volontaire. Et voilà, arrivé sur le terrain, puis maintenant, il faut la rédaction du projet. Donc, en tant que juriste, vous convenez très bien que je ne maîtrise pas comment rédiger les projets, tout ça là. Donc, la chance, c'est ça, vraiment une nouvelle école. La chance pour moi, arriver avec France Volontaire, on nous parle encore de binômage. Binômage, ça veut dire que, étant volontaire, je dois encore à mes côtés une autre volontaire. Vraiment, bon, je me suis dit, bon, c'est la découverte toujours. Et puis, on a essayé, on nous a retenus. Donc, à l'aéroport, déjà, moi, j'ai accueilli ma volontaire. Elle est femme. Donc, je l'ai accueillie avec France Volontaire à l'aéroport. Donc, on a échangé la semaine qui a suivi. Elle est venue faire la visite des bureaux. Et puis, le travail a commencé. J'avoue que ça n'a pas été facile au début, puisqu'il faut le brassage de culture, il faut d'abord le travail. Elle est plus âgée que moi, tout ça là, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais bon, sur le terrain, comme c'est la volonté et il y a de l'engagement, je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Donc, j'ai essayé de travailler en collaboration avec elle durant 6 mois. Et en réalité, comme je vous l'avais dit, c'est sur 2 ans. Et la Covid est venue chambouler tout en mars 2020. D'accord. Maintenant, pour revenir à la question, ce que NADAF a fait réellement sur le projet à venir, moi, je m'avais en même temps dit que d'abord, l'objectif assigné à NADAF, c'est de renforcer la résilience des populations victimes de l'érosion côtière. Donc, c'est sur ça que NADAF a travaillé. D'accord. Donc, sur les activités de NADAF, je pense que c'est 9 activités qui ont été inscrites. Donc, premièrement, on a commencé par le renforcement des capacités de nous-mêmes acteurs de la société civile et les communautés sur la problématique même de l'érosion côtière. Donc, ensuite, nous nous sommes dit, comme je vous avais parlé du plaidoyer, on a fait un atelier sur le plaidoyer. Donc, comment faire le plaidoyer? Parce que pour les victimes, par exemple, c'est d'aller au tribunal. Même les victimes même ont porté plainte contre la LCT aujourd'hui au niveau de la Banque mondiale. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons qu'avec le plaidoyer, ça peut aller. Donc, on nous a formés sur le plaidoyer. Donc, sur ça, il y a une recommandation qui a été faite. Pour faire le plaidoyer, pour avoir un document de plaidoyer, il faut les preuves. Alors, donc, nous nous sommes dit, il faut fournir les preuves à l'État, puisque l'État, c'est le décideur. Donc, voilà, et qu'est-ce qu'on a fait? À l'issue de la recommandation, il a été dit de faire l'étude d'identification des victimes. Donc, et puis on a choisi, parce que je ne sais pas si vous connaissez Devikopé, c'est dans la commune du Golfe 6, où l'érosion côtière a fait beaucoup de ravages là-bas. Donc, on a
discuté avec le chef du village en collaboration avec la mairie. Et on était parti là-bas pour faire l'étude d'identification des victimes. Et on a recensé environ 1300-400 victimes de l'érosion côtière. Donc c'est énorme. Et après cela, nous sommes revenus au niveau du stade pour dire que maintenant, on a l'étude d'identification, on a le nombre des victimes uniquement à Devi-Kopé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Suite à ça, on a réalisé un film documentaire dont on a titré Les oubliés de la côte. Donc, on a fait, la diffusion a été faite le 29 juillet, si j'ai bonne mémoire, où on a invité l'Assemblée nationale, on a invité le ministère en charge, et on a invité même le coordinateur du projet WACAP, plus quelques partenaires. Les grands décideurs. Les grands décideurs. Donc, après avoir réalisé le film, nous avons fait des actions de plaidoyer au niveau de l'Assemblée. On a présenté même le film Les oubliés de la côte à l'Assemblée nationale. Chez le ministre, on a fait toutes ces démarches. Après avoir fait cette démarche, nous avons dit que nous avons maintenant le background pour maintenant rédiger un document de plaidoyer. Et suite à ça, on a rédigé ce document de plaidoyer. Maintenant, entre-temps, M. Ba vous a parlé du problème de l'action de riposte contre la propagation du coronavirus. Effectivement, ce programme n'est pas, ou bien cette action n'est pas inscrite dans l'ordre du jour des actions qui va se faire avec NADAF sur le projet à venir. Maintenant, comme la pandémie nous a surpris tous. Et il a fallu se réadapter. Donc, on a rapidement, c'est là où nous avons apprécié France Volontaire, effectivement. Puisque la Covid est là, tout est bloqué. La NVT nous a appelé de rester à la maison. Oui, puisque le constat qui est fait, c'est que les victimes qui sont là-bas, vraiment, déjà sur le plan social, économique, rien ne bougeait. Maintenant, la COVID-19 est là. Donc, ça veut dire que ces victimes sont doublement victimes, si on peut le dire. Donc, leur degré de vulnérabilité est encore plus amplifié. Donc, nous nous sommes dit, on ne peut pas travailler avec ces victimes sur une thématique. Maintenant, la maladie est venue, qui a secoué tout le monde, et on va les laisser comme ça. Donc, on a réfléchi, on a écrit, on a rédigé des TDR, on a envoyé à France Volontaire rapidement. France Volontaire a accepté. Donc, on a accompagné ces victimes. On a distribué plus de 412 ménages ont reçu des distributions sur les kits alimentaires et sanitaires. Donc, environ, ça fait 1300 personnes qui ont reçu dans la distribution. Il y a le riz, le cache-nez, le savon, tout ça là. Maintenant, donc 1300 personnes qui ont bénéficié de l'aide en fait. Effectivement, et pas sur le programme à venir. Donc, en grosso modo, si je peux me résumer comme ça, ce que NADAF a fait sur le projet à venir en collaboration avec France Volontaire. Bon, si vous voulez, bon, je ne sais pas si vous allez poser la question après, mais mon expérience par rapport à tout ça, si vous voulez, si vous posez la question. Oui, non, allez-y, dites-moi pour moi, parce que juste après, M. Ba reviendra sur ce plateau. Oui, bon, et ça m'a émerveillé d'être volontaire parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous le cacher, avec un an d'expérience que j'ai fait dans la rédaction du projet, tout ça là. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses et je ne suis plus volontaire. Donc, je ne suis plus volontaire. Aujourd'hui, j'ai monté, depuis le mois de décembre, on a monté un projet ensemble avec le staff de NADAF, ce qui a fait aujourd'hui que nous avons bénéficié de 2 projets au niveau de l'ambassade de France et au niveau de l'ambassade du Canada, dont je suis coordinateur. Donc voilà que c'est ça le résultat. On va le bénéfice du volontariat déjà. C'est ça, le bénéfice du volontariat. Donc c'est à peu près ce que j'ai bénéficié lorsque j'étais volontaire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Adjivena. Donc je rappelle donc que vous avez été volontaire national de la NVT, on va dire, donc auprès de l'association NADAF dans la mise en œuvre du projet à venir. Alors, nous allons découvrir également la prestation d'autres volontaires sur le terrain. Et eux, on les a dénommés des ambassadeurs de vie. Et c'est un reportage toujours signé par Eko Sala.
Ok, j'espère que vous avez compris. Vous avez bien compris, non? Ok, je crois qu'on va s'arrêter ici. On va se retrouver la prochaine fois. Je suis sûr que vous allez reprendre tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Je peux compter sur vous? Bon, ok, là on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je vois là? Ah, tu les connais? C'est une amie. Elle s'appelle... Oui, c'est Djemila. Voilà, Djemila. Elle est avec son grand frère. Tu ne la vois pas? Oh, j'oublie même le nom là. Israël. Exactement, Israël. Djemila, Israël. Venez. Djemila! Oh, Israël a tellement changé. Oh, vraiment. Rosa. Ça fait longtemps, hein? Vous avez tellement changé. Rosa, donc si je comprends bien là, c'était vous que j'avais vu durant la semaine passée? Certainement. Donc ici aussi, nous habitons le même quartier, quoi. C'est ce que je constate, hein. Rosa, il y a encore quoi? Israël, je me rappelle d'un fait passé au village. Eh, Diana, tu veux encore ramener cette histoire là, hein? C'était une soirée. On s'amusait ensemble paisiblement. Et quand on a appris le premier cas de corona là, oh bon, c'était la panique totale dans tout le village. Ça c'est partout, hein? Ah bon? C'est Israël, lui, gros garçon comme ça. Il a quitté le jeu immédiatement et directement sous le lit de son papa. Grand garçon! Vous pensez que Corona connaît garçon, hein? Vous pensez que Corona connaît garçon, Mais ce qui m'a impressionné là, c'était l'ardeur de leur grand frère en cette période-là. Oh, je connais aussi très bien leur grand frère là. Ah bon? Donc il a maintenant un boulot? Non, pas encore, c'est toujours son volontariat là. Mais disons-nous la vérité, le travail abattu par son frère et ses collègues volontaires en cette période-là. Ah bon? Bulldozer même ne peut pas. Tu as vraiment raison, ma soeur. Si les gens se tiennent sur leurs deux pieds aujourd'hui, là, c'est aussi et surtout parce que les volontaires ont été d'une utilité incommensurable. Oh, mais vous aussi, n'exagérez pas là. Oh, ce n'est pas une exagération. C'est D'ailleurs, ça, tu ne peux même pas évaluer leur effort et contribution puisque tu as passé tout ce temps à cacher sous le lit. Ça suffit. Je dis bien ça suffit. Par rapport vous 17 ans là. Hey. Toi-même, ça suffit. Ce n'est pas devant toi que grand frère et ses collègues étaient dans les sensibilisations aux mesures barrières 24 heures sur 24. Tu étais où? Sous le lit. Sous le lit. Même à travers les structures qui les hébergent, ces volontaires ont plusieurs fois distribué des kits sanitaires et de vivres. Tu étais où pendant tout ce temps-là? Sous le lit là. Abattu comme. Dans notre village aussi, avec leur projet à venir, beaucoup de jeunes ont été renforcés pour s'engager en tant qu'acteurs de la prévention, de gestion des risques, pour l'amélioration de la résilience de la population. Tu étais où, ma? Sous le lit là. Je vois. Donc, c'est aussi cette résilience-là qu'ils ont cultivée pour réussir les adaptations de leur projet face aux mesures barrières de l'État qui tombent au quotidien comme des champignons. Voilà! Et c'est des actions innovantes. Oh, je crois enfin que tu es sorti de ton lit. J'ai aussi appris qu'en ville ici, ils ont même mené des actions en faveur des enfants de rue et collecteurs de déchets. Toi-même, tu vois. Vraiment, les volontaires ont fait preuve de sacrifice et de détermination. N'en parlons même pas. Ils méritent vraiment des fleurs. Et surtout des applaudissements. Dans la pluie, ils sont dedans. Sous le soleil, ils sont dedans. Pas de rassemblement, télétravail. Le nombre de cas monte, ils sont dedans. Ça diminue, ils sont toujours dedans là. Grands volontaires, vous êtes super. Grands volontaires, vous êtes super. Voilà donc vraiment une mention spéciale donc de l'association
les ambassadeurs de vie. Ces jeunes-là que vous venez de voir donc, font partie de l'association Les Ambassadeurs de vie qui nous ont fait découvrir en quelque sorte les actions des volontaires sur le terrain durant justement la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'heure est déjà arrivée. Mais avant de laisser repartir les différents invités, nous allons faire le tour de plateau pour recueillir vos impressions, vos derniers messages, on va dire. Alors, Madame Dossé, nous allons commencer avec vous. Nous avons suivi les enfants qui ont fait une mention spéciale aux volontaires. Mais vous, si vous avez un mot à l'endroit de ces volontaires avec qui vous avez eu à travailler. C'est le lieu de leur réitérer notre reconnaissance et gratitude et les encourager à toujours poursuivre dans cet élan-là, car demain sera toujours meilleur. Et surtout, dire un grand merci aussi à France Volontaire qui les accompagne dans ce sens-là, également à notre tour, parce qu'on a eu à bénéficier également de renforcement de capacités en ce sens. On a profité quand même de la diversité, de beaucoup de choses à notre égard également. Et c'est le lieu de leur dire merci et que nous les attendons très, très, très bientôt. Voilà, donc la porte du cercle d'aide femmes et enfants café reste ouverte donc aux volontaires. Merci beaucoup, Madame Sonia Dossé, dont je rappelle qu'elle est directrice exécutive de l'ONG Café. Monsieur Fiachinou, votre mot à l'endroit des volontaires français aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Enita. Je ne peux que reprendre ce que Madame a dit. Merci beaucoup à tous ces volontaires parce que nous aussi, on a été volontaires entre-temps dans d'autres pays et c'est jamais facile de laisser tout ce qu'on a chez soi et de rentrer dans un monde qu'on ne connaît rien. Donc, on les remercie vivement. On remercie également l'espace volontariat à France Volontaire de Lomé et surtout l'ambassade de France qui les soutient, les accompagne pour qu'ils continuent à faire ce travail d'encadrement et d'appui aux structures que nous sommes. Et enfin, d'encourager nos frères et sœurs togolais aussi de s'engager dans le volontariat parce que l'éducation, quel qu'en soit au Togo ou ailleurs, c'est dans la pratique que nous acquérons des compétences qui font de notre avenir ou du travail que nous faisons. Donc, en s'inscrivant dans cet engagement volontaire-là, ils apprennent beaucoup de choses, comme l'avait vu des juristes qui deviennent des chargés de projet, tout ça là. Et c'est ça qui est ce que nous souhaitons pour le pays. Surtout, le volontariat est très important dans les pays en voie de développement comme le Togo. Donc, il faut que nos jeunes s'y prennent et qu'on ne voit pas que les Blancs qui ramassent des choses, mais que nous-mêmes, nous puissions mettre la main à la pâte. Merci beaucoup, Monsieur Kevin Fiachinou, directeur exécutif de l'ONG ALSA International. Alors, Madame Lebrun, votre mot de fin, mais en même temps, qu'est-ce que cela vous fait quand vous écoutez, vous voyez ces enfants-là vous dire merci, vous dire chapeau et tout ça? Je trouve ça extrêmement touchant. Après, comme le dit Monsieur Kevin, c'est aussi l'opportunité de travailler ensemble pour un meilleur développement du pays. Donc vraiment main dans la main. Et ce que je peux dire, c'est que j'invite tout étranger et togolais à bénéficier de cette expérience qui est extrêmement enrichissante et qui permet, je pense, à tous de grandir, que ce soit professionnellement, mais aussi humainement parlant. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, Margot Lebrun, qui est volontaire de solidarité internationale auprès de l'ONG française SEV. Alors, monsieur, je termine avec vous, mais peut-être dans votre mot de fin, vous allez nous parler un peu de la suite de France Volontaire, très rapidement. Mais avant, permettez-moi de dire merci au gouvernement togolais qui nous facilite quand même le travail que nous faisons ici. Vrai. Si les volontaires viennent, on a des chiffres exorbitant. Tout le monde parle que le Togo est un pays d'accueil de volontaires, c'est parce que les conditions sont là pour le faire. Donc ça va... Vraiment, c'est le gouvernement qui a créé ces conditions à la fois sécuritaires, sociales, le développement des ONG, le développement associatif. Sans ça, on ne peut pas faire du volontariat. Je voulais aussi saisir l'occasion pour remercier l'ambassade de France à travers Madame l'ambassadrice, qui se mobilise matin, midi et soir pour un développement qualitatif et quantitatif du volontariat français. Je pense que sans la conjugaison de ces deux éléments-là, on ne peut pas parler du volontariat. Donc, permettez-moi vraiment, pour terminer cette émission, de dire merci à ces deux institutions qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Et puis les structures qui accueillent les volontaires, bien entendu, parce que nous, notre cœur de métier, ce sont les volontaires. Donc, si on n'a pas de structures qui les accueillent pour qu'ils puissent manifester leur désir d'engagement
manifester leurs compétences, partager leurs compétences, on ne peut pas parler de volontariat. Donc les structures d'accueil aussi trouvent ici tout mon soutien, tous mes remerciements pour tout ce qu'elles font pour accueillir, accompagner des volontaires. Je sais qu'au quotidien, ce n'est pas évident de travailler avec des personnes avec une culture différente, mais je vois aussi qu'ils arrivent à s'adapter en fonction des personnes, en fonction des parcours des différentes personnes que ces structures-là accueillent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Moussaba, qui est le représentant donc de France Volontaire au Togo. Merci à vous, invités, d'être passés sur ce plateau. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent au volontariat et surtout au volontariat français. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.